L'éducation vous est présentée par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. Nouveauté de cette rentrée, le report des épreuves de spécialité du bac de mars à juin et qui bouleverse bien le calendrier des lycéens. Absentéisme, démotivation. Quelles sont les raisons de ce retour en arrière et quels sont aussi les risques de ce changement à venir? On en parle avec nos invités. Valoriser les pratiques artistiques entre 0 et 10 ans grâce à une école culturelle, c'est le projet dont on parlera dans le bon point du jour. Pour finir, nouveau rendez-vous avec Lumière Sûre et Loïc Landreau. Aujourd'hui, focus sur la star des cours de récré, le ballon rond. Loïc, que l'on retrouve tout de suite pour l'actualité en bref. Loïc, bonjour. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. On commence avec ce terrible tremblement de terre qui a secoué le Maroc dans la nuit de vendredi à samedi. Un nouveau bilan fait état de 2500 morts et presque autant de blessés. Et parmi les centaines, les milliers de bâtiments détruits, 530 établissements scolaires et 55 internats ont été endommagés à des degrés divers. Le ministère marocain de l'Éducation nationale a annoncé la suspension de la scolarité dans les 42 communes rurales les plus touchées et son maintien dans toutes les autres. Le ministère qui prépare déjà des modes d'enseignement et logistique adéquats pour garantir une continuité pédagogique à tous ces élèves touchés. Et des cadres de l'assistance sociale ont été mobilisés pour aller écouter les élèves, évidemment traumatisés par ce drame. L'aide internationale se met bien sûr en place, car 4 pays étrangers ont été autorisés par le Maroc à venir épauler les secours. La France ne figure pas parmi ces pays, mais au niveau local, les appels aux dons se multiplient. Beaucoup d'initiatives personnelles, beaucoup d'initiatives associatives qui se sont rapidement structurées, notamment dans la communauté marocaine en France. Attention néanmoins, si vous voulez faire un don, puisque des personnes malveillantes ont déjà lancé de fausses cagnottes et de fausses collectes, dirigez-vous plutôt vers la Fondation de France, le Secours populaire, la Croix-Rouge internationale, l'UNICEF, bref, des structures qui ont pignon sur rue. Et si vous avez également des fournitures scolaires qui vous restent sur les bras après cette rentrée, eh bien gardez-les précieusement puisque vous pourrez les envoyer au Maroc pour les élèves sinistrés dans les semaines qui viennent. On en vient à ces nouvelles tensions autour des vêtements religieux à l'école et cette fois-ci c'est à Montpellier. Le proviseur du lycée Jean Mermoz et l'ensemble de son personnel éducatif ont été menacés de mort vendredi suite au post de cette photo. Regardez, un internaute dénonçait la mise en place de barrières devant une vitre miroir et c'est une fenêtre qui permettait aux jeunes femmes de replacer régulièrement leur voile avant de sortir du lycée. Et le problème, vous l'avez compris, c'est que cette vitre se trouve dans l'enceinte de l'établissement. Donc les élèves n'attendaient pas d'être à l'extérieur du lycée pour se voiler, ce qui est contraire à la loi de 2004. Le post a cumulé 380 000 vues, a été partagé 650 fois et il a provoqué des centaines de commentaires haineux et menaçants. Le proviseur a porté plainte pour menace de mort et atteinte aux biens dangereux pour la personne à l'encontre d'un personnel de service public et il a signalé les posts à la plateforme gouvernementale Pharos. Vous l'avez compris, un contexte explosif en cette rentrée et des polémiques qui concernent surtout le manque de professeurs. Oui, à la fin de l'été, Gabriel Attal avait promis un enseignant devant chaque élève, mais force est de constater que ce n'est pas le cas. Une enquête du SNES FSU rendue publique ce matin révèle qu'il manque en moyenne un enseignant dans 48% des collèges et des lycées de métropole, l'académie de Créteil étant la plus touchée. Ce matin, Sophie Vénétité, qui est donc la secrétaire générale du SNES FSU, était sur France Info et elle dénonce ces promesses non tenues. Là, en ce moment, il y a des élèves qui ont des trous dans leur emploi du temps, que nous, on a distribué des emplois du temps à nos élèves avec marqué Monsieur X, Madame Y. Et pendant ce temps-là, l'éducation nationale bricole. Puisque nous, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait par exemple des petites annonces sur Facebook pour recruter des professeurs, qu'il y a des petites annonces sur Pôle emploi. Ce n'est pas acceptable en 2023 qu'on recrute des professeurs sur Facebook. Les solutions ne sont toujours pas apportées et au bout d'une semaine, il y a plusieurs milliers d'élèves qui n'ont pas de professeurs. Et c'est ça qui devrait interpeller le ministre de l'Éducation nationale. Et à 2 jours de l'ouverture d'une concertation sur l'attractivité du métier, Sophie Vénétité souhaite également que le gouvernement tienne ses engagements, notamment en termes de salaire.
C'est d'abord et surtout le manque d'attractivité de nos métiers. Il faut le rappeler que les concours n'ont pas fait le plein. Il y a près de 3000 postes au concours qui n'ont pas été pourvus. Les maths notamment, c'est ça? Les mathématiques, mais aussi d'autres disciplines. Je pense notamment aux lettres, donc à l'enseignement du français, à certaines langues étrangères, aux sciences industrielles, avec parfois des matières qui pèsent très lourd. Je pense aujourd'hui, par exemple, à des élèves qui n'ont pas cours de français en première, alors qu'ils vont passer le bac de français à la fin de l'année. Donc il y a une urgence, et aujourd'hui, il faut que Gabriel Attal y réponde, plutôt que de tergiverser. Et il va falloir surtout qu'il réouvre le dossier des salaires. Et on termine avec une situation ubuesque à Nice, dans le sud de la France. Une classe ferme 4 jours après la rentrée. Et les parents, les enfants, le corps enseignant manifestent depuis vendredi devant l'école de Rigui. Effectivement, les élèves ont fait leur rentrée tout à fait normalement, et ils ont appris quelques jours plus tard, donc le vendredi, par mail, que leur classe de CE2, CM1 était supprimée. Ils vont être répartis dans les autres classes de l'établissement, ce qui crée forcément du trouble chez les enfants, mais aussi une surcharge des effectifs pour les autres enseignants, alors que leur professeur, elle, est affectée carrément dans une autre école. L'association des parents d'élèves a adressé un courrier au rectorat, à l'inspection académique et à la ville de Nice pour montrer sa vive opposition. Merci Loïc. Le gouvernement revoit sa copie. Les épreuves de spécialité du bac auront désormais lieu en juin. En cause, un examen au mois de mars qui aurait entraîné à la fois des absences d'élèves et la désorganisation chez les étudiants. Un grand bazar à venir si on écoute les élèves et les professeurs qui s'interrogent sur ce changement un an à peine après sa mise en place. Pourtant, ce décalage de calendrier est aussi une réponse aux demandes des établissements et des professeurs eux-mêmes. Alors, quelle organisation pour le bac 2024? On en parle dans cette émission. Pour en parler, je suis ravie d'accueillir Jean-Rémy Girard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. L'été s'est bien passé? L'été s'est bien passé. Plein de choses à se dire justement aujourd'hui. Vous êtes président du SNALC, toujours syndicat national des lycées, des collèges et écoles. Et face à vous, Adrien Misson, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes référent national lycée général et technologique UNSA. On va parler du bac, précisément du bac. On peut revenir, si ça ne vous ennuie pas, de manière assez courte, mais aux raisons principales qui ont fait que le bac a été modifié par Jean-Michel Blanquer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi la création de Parcoursup? Pourquoi le bac? Alors la création de Parcoursup, ça vient en fait même d'une décision de justice, parce qu'il y avait une phase à la toute fin de tirage au sort qui a posé des problèmes. Donc il y a une décision de justice disant que ça marchait pas. Il a fallu refaire le système. Alors il n'a pas été refait à l'identique. Et Parcoursup est né de ça et de beaucoup de concertations d'ailleurs au ministère de l'Enseignement supérieur auquel on a participé. Le bac, c'est un petit peu autre chose. C'est qu'il y a eu cette volonté de mettre les notes des épreuves de spécialité à l'intérieur du dossier Parcoursup, ce qui a causé le principal problème, pas le seul, d'avoir des épreuves qui se sont retrouvées placées à la mi-mars au lieu d'être comme d'habitude en juin. Il y a eu d'autres choses, il y a eu le fait de supprimer les filières de la voie générale et d'avoir plutôt des espèces de menus ou même du à la carte en fait. Mais voilà, les grosses mesures du bac, c'était surtout celles-là. Alors justement, après s'être rendu compte, après 2 années de suite, que les étudiants décrochaient une fois que les épreuves de spécialité du mois de mars justement étaient passées et que les profs n'arrivaient absolument pas à boucler le programme, enfin pour la plupart en tout cas, on a vu des levées de boucliers d'une centaine de professeurs. Le ministre Gabriel Attal s'est donc exprimé sur le report des spécialités en juin comme initialement prévu. Est-ce que c'est une bonne chose, Adrien Misson? Alors, est-ce que c'est une bonne chose? La réforme, vous venez de le dire, elle a posé un certain nombre de problèmes. Elle s'est heurtée à certaines réalisations qui ont soucié les collègues, les enseignants, les personnels d'éducation et aussi les parents et les élèves. On a feuilletonné beaucoup sur certains sujets, notamment la place des mathématiques dans la scolarité, et notamment sur le niveau de première, et la place en effet de ces épreuves de spécialité, là aussi à feuilletonner, puisqu'elles ont été déplacées en raison du Covid notamment, et puis en effet
c'est la première année, en tout cas l'année dernière, qu'elles ont eu lieu à leur juste place, finalement, en mars. Pourquoi juste place? Parce la place qui était prévue. Voilà, c'était la place qui était prévue. Alors, vous avez raison, on a vu de la démobilisation des élèves entre le mois de mars et le mois de juin. Ça a fait d'ailleurs les choux gras de la presse. Il y avait un problème, eh bien, le ministre a solutionner ce problème. Alors, est-ce qu'il faut s'en réjouir? La vérité, c'est que je ne sais pas. D'une part, effectivement, oui, il y avait un problème, on a trouvé solution. On peut effectivement s'en réjouir à ce niveau-là. Néanmoins, il va y avoir d'autres soucis qui vont se présenter au déplacement de ces épreuves au mois de juin. On va se retrouver avec un mois de juin extrêmement alourdi, puisqu'on va avoir 2 épreuves de spécialité, en plus du grand oral, en plus de la philosophie, en plus des épreuves anticipées de français écrites et orales. La reconquête du mois de juin est bien loin. En plus, autre problème, ça va alourdir considérablement la charge des enseignants, notamment de certains enseignants, les enseignants de lettres, qui vont se retrouver potentiellement à corriger les épreuves anticipées à l'écrit, faire passer les oraux et puis intervenir, pourquoi pas, enfin même complètement, puisqu'on va avoir besoin d'eux aussi, sur les épreuves de spécialité. Encore un autre problème, c'est le calendrier. Vous le savez, avec les épreuves de spécialité au mois de mars, pour préparer le grand oral, avec la pression, la charge des épreuves de spécialité en moins, les enseignants, mettaient ce temps de fin d'année à profit pour préparer le grand oral avec les élèves. Pression de l'examen en moins. On n'aura plus ça maintenant. Alors, on va justement décortiquer tout ça. Il y avait vraiment un réel relâchement ou un absentéisme, Jean-Rémy Girard, des élèves sur la période de mars à juin ou pas? Pierre Mathieu, architecte de la réforme du bac et directeur de Sciences Po Lille, dit « Nous n'avons pas de données précises sur l'absentéisme ». C'est vrai? C'est faux. Pierre Mathieu a tort, puisque le SNALC a fait une enquête auprès des collègues. Nous avions d'ailleurs transmise à Papendiaï à l'époque. On avait eu plus de 4000 réponses. Et on avait objectivé ce phénomène dès la mi-mars. C'était encore plus à partir d'avril quand ils avaient les résultats, mais dès la mi-mars, en voie générale, on avait 20% des collègues qui nous disaient qu'il y avait beaucoup plus d'absents, 50% qui nous disaient qu'il y avait un peu plus d'absents, donc déjà 70% qui constataient davantage d'absence. En voie technologique, c'était 40% qui constataient beaucoup plus d'absents, 40% qui constataient un peu plus d'absents, donc 80%, et la moitié constatait vraiment beaucoup plus d'absents. Moi, je suis dans un lycée, j'enseigne les lettres, et effectivement, nos classes de première STMG, voie technologique, se sont dégarnies de manière très importante après les épreuves de spécialité. Donc c'est objectivé, et le ministère d'ailleurs était d'accord avec nous sur ce point. Le ministère faisait le même constat que notre syndicat. Pour faire écho à ce que vous disiez, est-ce qu'il fallait du temps pour ces étudiants pour préparer le grand oral, justement? Est-ce que c'était pas trop long, ces fameux 3 mois? Alors, il fallait du temps et il faut toujours d'ailleurs du temps pour nos élèves pour préparer le grand oral. C'est un des gros points noirs de cette réforme, c'est qu'on n'a pas prévu de temps pour préparer le grand oral. Parce que c'était bien beau de dire, on va faire passer les épreuves en mars, et du coup, ils pourront préparer le grand oral au 3e trimestre. Enfin, il y avait quand même un trimestre de programme qui demeurait. On ne peut pas en même temps traiter le programme correctement et préparer chaque élève individuellement à son sujet de grand oral, qui généralement d'ailleurs ne portait pas sur les points de programme du 3e trimestre, parce que nos élèves sont intelligents, ils se sont bien rendus compte que préparer un grand oral sur un point de programme traité au mois de mai, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Donc ça, ce problème demeure aujourd'hui, parce qu'effectivement, ils auront des épreuves de spécialité en juin, et nous on s'en félicite au SNALC, on le demandait depuis plus de 4 ans, mais on n'a toujours pas trouvé le temps pour préparer les élèves au grand oral, et effectivement, on ne l'avait pas avant, on ne l'a pas davantage maintenant. On reproche souvent à Emmanuel Macron de ne pas reconnaître ses erreurs. Manifestement, là, le gouvernement les a reconnues puisqu'ils font marche en arrière. Cependant, Gabriel Attal a dit qu'il n'y aura pas de modification massive du calendrier Parcoursup.
Du coup, je m'interroge un peu, comment c'est possible, Adrien Misson? Mais écoutez, effectivement, vous l'avez raison, ça interroge, ça pose beaucoup de questions. Les spécialités en mars, elles permettaient d'avoir une fenêtre objective pour l'enseignement supérieur, effectivement, puisque les élèves passaient des sujets nationaux. Et donc, les notes qu'ils obtenaient étaient des notes nationales. Donc, pour faire les sélections des élèves, il y avait une certaine objectivation de ces critères. Ça ne va plus être possible maintenant, ça, puisque les épreuves de spécialité étant reportées au mois de juin, eh bien, il n'y aura plus que seul le contrôle continu. Et qui sera donc intégré dans la plateforme Parcoursup. Tout à fait, il n'y aura plus que ça. Et on voit d'ores et déjà aujourd'hui des formations post-bac ou des écoles, hein, je pense par exemple à Sciences Po, qui pointent déjà du doigt ce problème et mettent en avant l'idée qu'ils seraient disposés à mettre en place des sélections à l'entrée avec des oraux, des entretiens. Ce qui existait déjà avant ? Ce qui existait déjà avant, mais peut-être à moindre échelle. Et la crainte, c'est que ça se multiplie et qu'on ait finalement une démobilisation des élèves pour les cours, pour les apprentissages, ils se prépareront davantage donc à cette sélection avec les effets pervers que ça peut avoir, vous l'imaginez bien, une pression supplémentaire de la part des élèves et puis un risque aussi que, eh bien, on se retrouve avec une mixité qui soit beaucoup moins importante que ce qu'elle n'est actuellement. Et à quoi sert du coup la spécialité si elle ne compte pas dans les études supérieures? Parce qu'en fait, le but aussi de Parcoursup, c'était ça. Alors, c'était le but, pas de Parcoursup en soi, c'était le but de cette organisation du bac. Mais finalement, il n'y a que l'an dernier où les notes du bac ont compté pour Parcoursup. Ça n'a jamais existé avant. C'est-à-dire que quand vous, moi, on a passé notre bac, les épreuves du bac ne comptaient déjà pas, en fait, pour nos dossiers. C'était pas le cas dans le système APB, c'était pas le cas quand on avait des dossiers papier. En fait, donc on revient à l'ancien système, oui, c'est-à-dire juste... L'habitude du bac, ça a été sur les bulletins, enfin pas du bac, l'habitude du système d'affectation dans le supérieur, ça s'est toujours fait sur les bulletins en France et le bac était autre chose. Le bac ne comptait pas, mais il fallait l'avoir. Oui, c'est ça. Le bac, en gros, c'est une barrière de péage. C'est ouvert ou c'est fermé pour que vous alliez dans le supérieur. Vous avez votre bac, vous pouvez y aller. Vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas y aller. C'est ça. Mais donc, est-ce qu'on revient à cela ? Oui, on revient complètement à ça. Maintenant, nous, les échos qu'on avait au SNALC des collègues du supérieur, c'est qu'ils nous disaient que ces notes de spécialité, cette année, ils les ont regardées, mais que c'est pas forcément ça qui leur permettait de trancher. Finalement, dans le bulletin, on n'a pas juste la note du contrôle continu, parce que là, sinon, effectivement, ça ne servirait pas à grand-chose. Il y a le positionnement de l'élève dans la classe, il y a la multiplicité des appréciations, il y a beaucoup d'éléments du dossier. Finalement, cet ensemble-là a l'air d'être plus utile pour sélectionner ou pour classer les dossiers que la simple note du bac. Un des risques ne serait que l'enseignement finalement supérieur s'interroge sur la fiabilité des notes du contrôle continu. Est-ce que c'est un risque réellement, puisque ça va constituer le seul point d'appui ? Mais écoutez, le contrôle continu, il est encadré. Il y a des projets d'évaluation dans les établissements qui sont mis en place. On pourrait en effet imaginer qu'une objectivation de ces notes du contrôle continu, on pourrait se servir d'outils qui existent, notamment je pense à la Banque nationale de sujets, une Banque nationale de sujets qui pourrait être très largement abondée avec des sujets corrigés pour les enseignants. Ils pourraient s'en emparer pour qu'effectivement on se retrouve avec une certaine uniformisation sur le territoire de l'évaluation et de ces fameuses notes. Effectivement, ça c'est une idée avancée, mais vous avez raison, dans les faits, c'est pas du tout ça qui va se passer. On peut parler d'une nouvelle dévalorisation du contrôle continu ou pas, Jean-Rémy Gérard ? Alors, le contrôle continu, il n'est pas valorisé, dévalorisé. Nous, au SNALC, on a un problème avec le contrôle continu dans le bac. Pourquoi ? Parce que pour nous, justement, le bac et Parcoursup sont deux objets différents. Et en fait, on a voulu tellement les mélanger que d'ailleurs maintenant on parle beaucoup de Parcoursup, mais en même temps c'est le bac et ça devient pas si simple que ça de s'y retrouver. Si on parle précisément du bac et du contrôle continu pendant le bac. Voilà, le contrôle continu pendant le bac, parce que maintenant 40% du bac est en contrôle continu et 60% sur des épreuves, a créé aussi des effets pervers, c'est-à-dire que il y a des élèves qui se retrouvent finalement à faire que chaque contrôle qui passe en classe de première et de terminale
ils ont l'impression de passer une épreuve du bac, en fait. C'est-à-dire qu'ils jouent leur bac à chaque instant de leur scolarité. Oui, mais est-ce que c'est pas mieux que de le faire que sur une fois, ou alors si on se rate, c'est dramatique? C'est un vrai sujet de discussion. Nous, on trouve que ça crée beaucoup de stress chez les élèves qu'on va qualifier de sérieux ou de scolaires. Mais ils sont tellement détendus de manière générale. Voilà, non, attendez, il faut arrêter l'hypocrisie quand même. Rajouter, hein, oui, non, mais d'accord. Mais enfin, l'hypocrisie générale, c'est de penser que les étudiants sont détendus en première, en terminale. Ils ne le sont pas. Non, ils ne le sont pas, mais justement, ils le sont encore moins dans ces cas-là. Ouais. Et nous, on a constaté aussi d'autres phénomènes, c'est-à-dire des phénomènes d'évitement. C'est-à-dire que des élèves qui ont eu une bonne note au trimestre, malencontreusement, on a beaucoup de mal à les retrouver au contrôle suivant. Ils sont absents, et voilà, il faut organiser une épreuve de rattrapage, il faut les faire venir à l'épreuve de rattrapage. On se retrouve en fait à organiser des épreuves dans les établissements pour rattraper les absences à nos contrôles afin d'avoir une note de contrôle continu. Ça, c'est assez pénible. C'est d'autant plus différent et difficile en fonction, effectivement, si le bac est général, technologique ou professionnel. L'un ou l'autre, Adrien? Juste sur la question du bac, l'enjeu n'est plus là. On parle quand même d'un diplôme qui est obtenu à plus de 90% par les élèves. Nous, à l'UNSA, on pense que l'enjeu, il n'est pas dans l'examen. L'enjeu, il est sur les cours, sur les apprentissages des élèves, et l'enjeu, il est sur la poursuite d'études. Effectivement, la question que vous avez posée il y a quelques minutes est assez intéressante, dans la mesure où les épreuves de spécialité ne vont plus compter pour Parcoursup. Quel est l'intérêt de mettre des épreuves de spécialité au mois de juin? Effectivement, la question est posée. Quel est Vous avez une réponse ou pas? L'intérêt, j'ai pas de réponse. Non, en effet, point de suspension. Le bac, c'est... On ne le met même plus dans le CV, je ne sais pas. Enfin, Monsieur Gérard l'a dit, la porte d'entrée pour les épreuves, les études supérieures, pardon. Le bac, c'est un diplôme qui atteste de la fin d'études de le secondaire. À partir du moment où on va poursuivre en licence, en master, qui met encore le bac sur son CV? Là, on parle de spécialité, pas vraiment de l'examen en lui-même. Moi, je parle de l'examen en lui-même. Qui met encore le bac aujourd'hui sur son CV? Très peu. L'enjeu n'est plus là. L'enjeu, il est avant, l'enjeu, il est après, mais il n'est plus sur l'examen en lui-même. Est-ce que c'est une façon de garder quelque chose de la réforme Blanquer, de maintenir la spécialité? Est-ce que c'est important, du coup? Alors, pour nous, c'est important d'avoir des épreuves du bac. De spécialité, je parle. Oui, les épreuves du bac. Alors, de spécialité et de français. Moi, en tant que professeur de lettres, je tiens aussi beaucoup aux épreuves de français de première, qui ont pas mal souffert d'ailleurs dans leur fonctionnement. Et on aimerait bien pouvoir retravailler dessus. Mais pour nous, c'est très important de garder des épreuves du bac. C'est national, c'est terminal, c'est anonyme. Ça donne un objet aux élèves, un objectif aux élèves. C'est d'ailleurs une pratique qui est quasi universelle. Tous les systèmes éducatifs ont des épreuves en fin d'études secondaires parce que c'est ce qui permet de garantir une forme d'uniformité dans ce qui se passe à l'intérieur du pays. Parce que certes, il y a les programmes, et c'est très important, on est très attaché aux programmes nationaux, mais néanmoins, le fait de savoir qu'il y a une épreuve à la fin, que les élèves vont être interrogés sur l'ensemble des programmes, eh bien ça pousse l'ensemble des enseignants du pays à effectivement avoir des niveaux d'exigence relativement similaires, quel que soit le niveau social de leurs élèves, quel que soit l'endroit où ils sont. Et ça, en fait, tous les pays du monde le font. Donc nous, on est très attachés à avoir ces épreuves et il ne faut pas enterrer les épreuves du bac, il ne faut pas dire que ça ne sert à rien. Je vous assure que les élèves sont très attachés au baccalauréat, que les familles sont très attachées au baccalauréat. C'est peut-être effectivement un diplôme qu'il est beaucoup plus facile d'avoir aujourd'hui qu'il y a 50 ans. Le système a évolué, on est d'accord. C'est néanmoins un diplôme très important. Il y a certains élèves qui n'auront que ce diplôme-là. Et peut-être qu'à ce moment-là, ils le mettront sur leur CV d'ailleurs. Et il ne faut pas enterrer le bac, il faut garder le baccalauréat. Alors la question surtout, à laquelle vous vouliez répondre d'ailleurs, c'est surtout à quoi servent les spécialités, le choix des spécialités, si du coup ces spécialités sont reportées au mois de juin et qu'elles ne comptent pas sur la plateforme Parcoursup pour le choix des études qui suivent. Mais ce qui sert, les spécialités, ça sert aussi quand même à garantir un certain niveau pour l'entrée dans le supérieur. Il y a quand même une forme d'adéquation dans beaucoup de profils d'élèves entre les spécialités qu'ils ont choisies et les études qu'ils vont faire. C'est pas du 100%, hein, on est bien d'accord, mais effectivement, si vous voulez aller faire des études de médecine, c'est important que vous ayez beaucoup de SVT, beaucoup de physique-chimie, un petit peu de mathématiques. Voilà, c'est quand même quelque chose d'essentiel. De ce point de vue-là, c'est pour ça que nous on demande qu'on puisse garder 3 spécialités en terminale, parce que 2 spécialités, ça ferme
les possibilités de parcours pour beaucoup d'élèves. Les mathématiques en ont beaucoup souffert, d'ailleurs. De ce point de vue-là, d'autres spécialités, à commencer par la mienne, que j'enseigne, la littérature, humanité, littérature et philosophie, effectivement, se retrouvent très, très lâchés par les élèves en fin de première. Parce qu'ils ne doivent en garder que 2, ils doivent faire des choix. Et c'est dommage quand même de s'être embêté pendant 1 an en seconde à choisir 3 spécialités pour que la première question que vous ayez en début de première, c'est « mais laquelle je vais abandonner à la fin de la première ?» Oui, c'est vrai que c'est assez étrange comme choix. À propos de la prise en compte du contrôle continu, il y a le ministre de l'Éducation, donc Gabriel Attal, qui a annoncé que les établissements pourront constater les moyennes des élèves des autres établissements comparables de l'académie pour mesurer justement l'écart avec leurs notes. Est-ce que c'est pas un peu... le bazar, est-ce qu'on c'est compréhensible tout ça? Ça vous parle, Adrien Misson? C'est-à-dire que les établissements puissent comparer les notes des élèves. Je ne vois pas l'intérêt de faire ce processus-là, en fait. Pour le lycée X, pourquoi aller regarder ce qui se passe dans le lycée Y? Il faut faire confiance aux équipes de son lycée. Il y a des plans, des projets d'évaluation d'établissements qui cadrent les choses. Faire confiance aux équipes, faire confiance aux enseignants, les enseignants qui donnent les enseignements, qui sont les plus à même de les évaluer. Et il n'y a pas besoin d'aller instaurer de la méfiance entre les établissements scolaires. Oui, il faut quand même faire confiance à nos collègues. À un moment, ils savent ce qu'ils font. C'est eux qui ont les élèves en face d'eux. Et puis, il ne faut pas non plus se lancer dans des systèmes où finalement, ce qui d'ailleurs se passe un petit peu avec le contrôle continu, ce qui se passe un petit peu avec les épreuves, les spécialités en première, où on veut que les élèves gardent notre spécialité. Du coup, on va essayer d'avoir des moyennes qui ne sont pas trop mauvaises afin qu'ils ne soient pas découragés. Voilà, enfin, on n'a pas les mêmes élèves d'un lycée à l'autre, on n'est pas obligé d'avoir les mêmes moyennes non plus. Un lycée qui a des élèves de catégorie très favorisée, un lycée qui a des élèves de catégorie très défavorisée, il va peut-être pas avoir les mêmes moyennes parce qu'à un moment, la notation et l'évaluation, c'est aussi un outil pédagogique pour nous. Si moi j'arrive, que je mets les critères du plus grand lycée parisien à des élèves que j'ai en face de moi, si je leur mets 3 de moyenne toute l'année, ils vont être découragés au bout de 3 semaines. Mais peut-être que c'est ça la question, c'est pourquoi aussi on a un tel écart finalement, c'est ce que vous dites qui est intéressant. C'est pourquoi un grand lycée parisien devrait automatiquement noter de manière si difficile, saquer entre guillemets les élèves. Alors il y a des pratiques, une fois encore, on s'adapte aussi aux élèves qu'on a en face de soi et on essaye de ne pas les décourager ou d'essayer d'obtenir le meilleur d'eux, suivant les cas. Il n'y a pas que la note, il y a aussi tout l'accompagnement qu'on fait à côté. Mais une fois encore, c'est important de laisser la liberté pédagogique aux enseignants qui savent quels sont les élèves qu'ils ont en face d'eux, qui les connaissent, qui les suivent, il y a 3 années au lycée quand même, et qui sont les plus à même de voir comment on va les faire progresser. Moi je vous dis, si je mets 3 ou 4 à tout le monde, je les perds. Si je mets 18 à tout le monde, ça n'a aucun sens. Du coup, j'essaie d'adapter mes exigences aux exigences du programme, avant tout, parce qu'on a des programmes, mais en même temps, effectivement, j'essaye de montrer aux élèves qu'ils ont progressé d'un contrôle à l'autre, par exemple. C'est très très important qu'ils s'en rendent compte. Ce qui va perdurer avec la réforme Blanquer et finalement la force de la plateforme, Parcoursup, c'est en dehors de la notation, effectivement, toutes les annotations sur le comportement, la force, l'encouragement aussi pour les élèves, non ? Oui, et ça, c'est quelque chose qu'il faut valoriser, c'est quelque chose qu'il faut mettre en avant, peut-être même bien avant la notation. La note, aujourd'hui, elle vient sanctionner, vous voyez, on est encore dans cette conception-là, et on l'a entendu avec M. Girard, M. Girard vient de le dire, les élèves, les familles, à son sens, tiennent à cette notation du baccalauréat final. C'est quelque chose vers quoi on essaie, nous, à l'UNSA, d'agir et de tendre vers une amélioration. On est plus sur une évaluation plutôt par compétence et moins vers la notation qui pourrait en effet prendre en compte d'autres choses, d'autres habiletés qui soient une note. C'est très difficile de mettre une note à quelqu'un, en effet, surtout quand on évalue plusieurs choses. Et donc faire évoluer ces barèmes, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, notamment dans une poursuite d'études, c'est sûr. Tous ces inconvénients, si je puis dire, dont on parle depuis 20 minutes ensemble, finalement, et en plus le fait que souvent le programme
programme n'est pas été terminé par les professeurs qui s'en sont souvent plaints puisque ces épreuves étaient trop tôt. Sophie Vénétité, secrétaire générale du SNES-FSU, disait, je cite, « Les inconvénients de ce nouveau bac, nous les avions pointés du doigt depuis 2018. » Et on l'a fait d'ailleurs ensemble, hein, vous et moi. Si nous avions, enfin vous surtout, moi j'ai posé les questions, si nous avions été écoutés, peut-être que 2 à 3 générations d'élèves n'auraient pas été sacrifiées. Et une dernière réaction, l'un et l'autre, sur ce point. Je ne pense pas qu'ils ont été sacrifiés non plus. Déjà, en plus, il y a eu le Covid. Donc, il y a eu quand même des bacs. De toute façon, on aurait changé le bac ou pas le bac, on aurait eu des bacs bizarres. Ils n'ont pas été sacrifiés parce que, heureusement, les enseignants ont tenu la boutique. Hein, et voilà. Maintenant, effectivement, moi, surtout ceux de l'an dernier, effectivement, ils ont eu un 3e trimestre qui a été quand même très fortement amputé. On va continuer à avoir des problèmes parce que tant qu'on n'aura pas réglé le problème de ce fichu grand oral et de sa préparation, on aura toujours des soucis sur l'organisation de l'année de terminale et sur les contenus qu'on fait. Ça ira quand même, à notre sens, mieux pour le bac 2024 que ça n'est allé pour le bac 2023, mais on est au milieu du gué, on va dire. Adrien Misson, génération sacrifiée ou pas? Les mots de Madame Vénétité sont forts, hein. Sacrifice, c'est exagéré. On l'a dit et je l'ai dit en début d'interview, je le redis, il y a des améliorations à faire. En effet, nous aussi, nous les avions pointées du doigt. Aujourd'hui, on est pour une remise à plat complète. Il y en a assez de faire des améliorations par à-coup. Les enseignants ne font que s'adapter. On colle des rustines à n'en plus finir. Il faut tout remettre à plat et faire un changement uniforme en une fois, un one-shot pour qu'on puisse repartir sur des bases solides parce que M. Gérard vient de le dire et je suis d'accord avec lui, on n'a pas fini de faire des améliorations parce que les problèmes vont continuer de perdurer et on va même avoir de nouveaux problèmes. Ouh là là, ça fera l'occasion le terme est d'une nouvelle émission ensemble. Jean-Rémy Girard, merci beaucoup d'avoir été avec nous, président du SNALC, et Adrien Misson, merci également beaucoup d'avoir été là, référent national, lycée général et technologique UNSA. Merci. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour dans le grand JT d'éducation, vous voulez que vos enfants grandissent et s'épanouissent pleinement, ça c'est sûr, mais en plus dans un univers artistique et culturel, c'est certain. Dès leur plus jeune âge, ils baignent dans la littérature, la musique, la danse afin de développer leurs compétences. Ça c'est absolument l'idéal et une école existe pour ça. Elle est basée à Paris. Elle s'appelle Le Bon Ton. Elle est destinée aux enfants de 0 à 10 ans. J'accueille Claire Vignéki. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de cette fameuse école, Le Bon Ton, qui est donc située à Paris. Vous êtes la fondatrice de cette école de musique et librairie, car c'est assez vaste finalement. On y retrouve toutes les cultures. Vous êtes violoniste professionnel, vous êtes musicologue, professeur de musique, auteur pour enfants dans la presse et l'édition, chercheuse en littérature jeunesse comparée à la musique. Pourquoi vous avez créé Le Bon Ton? Pourquoi cette école supplémentaire après toutes ces activités? Moi, c'était mon rêve depuis toujours. J'ai toujours adoré enseigner. J'ai toujours aimé être au contact des tout-petits. Et surtout, je rêvais de créer un univers, d'accueillir les enfants dans un univers d'architecture et d'éco qui est le mien. Parce que je trouve que l'éveil à la culture, c'est un tout. Et c'est des matières, c'est des formes, c'est des couleurs. Et j'avais envie de créer un écrin pour travailler ce qui me passionne, c'est-à-dire le croisement entre les arts pour les tout-petits. Oui, croisement entre les arts, parce qu'effectivement, je disais, une librairie, donc la lecture, simplement, qui est rattachée à la musique. Vous le disiez, l'art visuel, parce que quand on pense musique, on pense son uniquement, et ce n'est pas que ça. Qu'est-ce qu'on va y trouver justement comme activité? Alors, comme activité, en fait, nous, il faut savoir que déjà, je travaille beaucoup sur le multisensoriel. Donc, effectivement, les enfants, ils perçoivent la musique, les tout petits. Par exemple, on va l'éveil musical, on va leur mettre à disposition des instruments. Et ça ne va pas être que le son qui les titille là-dedans, ça va être toucher l'instrument, le faire rouler, voire le taper, même si ce n'est pas l'utilisation première. Donc, ce contact tactile, de texture, etc., tout ça, ça compte. Donc, j'ai beaucoup travaillé sur le multisensoriel. Concernant les activités qu'on y trouve,
trouve. Donc, on y trouve des activités pour les enfants de moins de 3 ans, les préscolaires. Donc, on a de la danse contact qui est animée par Suzanne Meyer, qui est une danseuse formidable. C'est quoi la danse contact ? Alors, franchement, c'est une question piège parce que c'est ma discipline la plus difficile à décrire. C'est un moment d'échange entre un adulte et un parent. Donc, c'est un adulte et un parent, un enfant et un parent, oui. pardon, ou un enfant et un adulte référent. C'est un moment de jeu entre les équilibres de l'un et de l'autre. Alors, par exemple, pour vous donner un exemple concret, moi, je me suis retrouvée avec mon fils qui avait 3 ans à l'époque, à le balancer sur mon épaule, à le faire glisser par terre. En fait, la danseuse nous guide pour pas qu'on se fasse mal, pour faire... C'est un jeu de mouvement avec les corps, en fait. Et c'est un peu challengeant. Les enfants, ça les fait rire et c'est une activité où les adultes ne s'ennuient pas aussi. On trouve un vrai moment de complicité avec son enfant et lui, ça lui fait gagner en confiance. Donc au fur et à mesure des séances, on le voit, c'est marrant, aller un peu plus loin dans l'espace, prendre l'espace, oser des choses. Voilà. Tout ça par le biais d'instruments ? Alors, pas du tout pour la danse contact, non. Moi, je me suis inspirée de plutôt l'approche un peu anglo-saxonne, où l'apprentissage de la musique n'est pas forcément cloisonné à la musique. Hein. On va déjà... On met beaucoup plus en valeur le chant, le vocal que nous, dans notre culture française, où on n'est pas musicien tant qu'on ne joue pas d'un instrument. Mais aussi, j'essaye de valoriser le corporel, le théâtre, en fait, tout ce qui fait l'expression de soi. Voilà, je veux aider les enfants à être bien dans leur basket et à s'exprimer, à avoir une voix. Est-ce que vos enfants font de la musique ? Alors, j'ai envoyé le plus grand en comédie musicale, effectivement, pour apprendre un peu le chant. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le moins de 3 ans. On a tous eu des enfants de moins de 3 ans. C'est très compliqué de les garder concentrés sur un temps donné. Est-ce que vous avez des techniques particulières dans tous ces cours-là pour que, justement, les enfants puissent tenir avec aussi les petits pipis, les petits et puis j'ai pas envie, et puis j'ai faim, et puis etc. etc. Oui, alors, je crois que tout le monde a envie de faire de l'éveil musical à son enfant. Et ce qui est hyper contradictoire, c'est que tout le monde dénigre un peu l'éveil musical, genre de toute façon il y fait un peu rien, voilà. Alors que c'est complètement faux. Alors que c'est complètement faux, et franchement, pour être honnête, je crois que c'est la discipline la plus difficile à enseigner pour les tout petits. Et la clé, c'est que en fait, l'enfant n'a pas à être là et à écouter, à être attentif. Ça, c'est pas un bon éveil musical. L'enfant, il est là pour expérimenter. Il est proactif. Il est proactif, c'est lui qui fait les propositions. Et c'est là qu'il faut vraiment un excellent prof d'éveil musical qui sait répondre à ces propositions. C'est lui qui improvise un truc, c'est lui qui bosse. Et toute l'importance du prof d'éveil, c'est de lui répondre, de rebondir sur ses propositions et de créer une improvisation ensemble. À quel âge on peut commencer à jouer d'un instrument ? Est-ce que même à quelques mois, on peut le faire ? Alors non, enfin... Chacun son truc. Hein. Nous, c'est vrai que là, précisément cette année, on a pris la décision de ne pas prendre d'enfants en instrument, en apprentissage individuel d'un instrument, avant le CP. Parce qu'on a... Enfin, c'est notre constat, mais on trouve que les enfants plus petits prennent des mauvaises positions, notamment. Ils n'ont pas une assez bonne mémoire corporelle. Et que, en fait, c'est contre-productif parce que, par exemple, un enfant qui met le pouce comme ça, parce que son corps ne répond pas encore très bien, après, on a vachement de mal à le remettre comme il faut. Oui, c'est vrai pour le sport aussi, exactement. Loïc ? On est dans un monde un petit peu où les parents poussent de plus en plus leurs enfants aussi en mode... On ne sait jamais s'il peut devenir une star un jour. Est-ce que vous avez comme ça des parents qui viennent et qui sont un peu vindicatifs ou qui poussent de manière un peu négative leurs enfants à apprendre la musique, à danser, chanter, etc. Et comment vous canalisez en disant « Non mais attendez, on va peut-être remettre le plaisir là-dedans » Est-ce que vous... Réponse en quelques secondes. Moi, j'ai de la chance. J'ai surtout des parents qui sont juste hyper fiers de leur gamin et qui trouvent que leur enfant est super réceptif à la musique et ils ont envie de surfer. Oui, comme tous les enfants, j'ai envie de dire, mais voilà, ils ont juste envie de surfer dessus et ça, c'est vraiment très plaisir. Mais parce que je touche pas vraiment la tranche d'âge où les parents commencent vraiment à foutre la pression à leurs enfants. Ce qui n'est pas plus mal. Merci beaucoup Claire Vignetti d'être venue sur le plateau du Grand JT nous parler de votre école donc artistique et culturelle, le Bon Ton, que vous retrouvez évidemment sur Internet. J'imagine que c'est extrêmement simple. C'est une école destinée aux enfants et qui vous permet de pouvoir toucher les premiers instruments, avoir un premier contact effectivement avec l'univers musical et c'est absolument très réussi. Bravo. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est à vous Loïc, c'est votre chronique.
Loïc, pour bien commencer la semaine, vous allez faire la lumière sur la star des cours de récré, le ballon. C'est vraiment le symbole des jeux d'enfants un petit peu partout dans le monde. On va d'ailleurs se concentrer aujourd'hui sur le ballon rond, qui est quand même le plus populaire. Hein. Et c'est un objet, figurez-vous, qu'on retrouve dès la très haute Antiquité. Et en fait, si on y pense, c'est tout à fait logique, parce que les premières civilisations avaient matérialisé des jeux avec des pierres rondes. Donc, des pierres rondes sont venues les balles et ensuite, évidemment, les ballons. Donc, il y a une espèce d'intuition globale, et vous allez le voir, internationale, qui nous a fait arriver jusqu'au ballon rond. Si on revient déjà 2000 ans avant Jésus-Christ, les Mayas et les Aztèques jouaient à une sorte de basket avant l'heure. Ils devaient pousser un ballon rebondissant avec leurs hanches pour le faire passer dans un cercle sculpté dans la pierre. Ouais. Et plus tard, chez les Grecs, on trouve les premières traces de jeux d'équipe comme l'espiskyros, qui consistait à se lancer un ballon dans une zone délimitée, une sorte de mix entre la balle aux prisonniers et le rugby. Il y avait aussi la féninde, qui se jouait avec une petite balle qu'il fallait amener dans le camp adverse. Et puis l'aporaxis, qui est un jeu où on comptait le nombre de rebonds qu'on faisait avec une balle. Plus tard, à Rome, qui s'inspire évidemment notamment de la Grèce, on joue à l'arpastum, souvent présenté d'ailleurs comme l'ancêtre du rugby. Et en Chine, on pratique le kuju, qui lui est considéré comme l'ancêtre du foot et qui servait d'abord comme un entraînement physique pour les soldats avant d'être adopté par la cour impériale et ensuite tout un chacun. Et dans quelle matière sont ces petits ballons ronds? Alors, chez les précolombiens, en caoutchouc, puisque je rappelle qu'à cette époque, il n'y a de caoutchouc qu'en Amérique du Sud. Il a été importé en Europe bien après par les conquistadors. Et chez les Grecs et les Romains, elles étaient faites principalement de bandes de cuir enroulées les unes sur les autres, comme ça, en rond. Alors là, on est effectivement à l'Antiquité. Au Moyen-Âge, les jeux de ballon ont aussi beaucoup de succès. Oui, avec ce qu'on appelle la soule. C'est un jeu assez violent qui donnait lieu souvent à des bagarres et à des petites effusions de sang. Ça consistait à prendre un ballon et à le déplacer au pied ou à la main dans le camp adverse. Mais à l'époque, on est en l'an 1000, le camp adverse, ça peut être le village voisin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terrain. Ah oui. Voilà, c'est-à-dire que si le village il est à 4 km, l'idée c'est de prendre le ballon et de l'amener à 4 km avec tous les gens du village en question qui essayent de prendre le ballon et de l'amener également. Et à cette époque, donc, les ballons sont composés de foin. Ça, c'est pour les villages les plus pauvres. Donc, on compacte le foin pour en faire une balle. Ça peut être aussi des sphères en osier. Ou encore, et ça, c'est moins glam, c'est une vessie de porc qu'on gonflait à la bouche, comme ça. Vessie de porc, parfois recouverte un peu de cuir. Voilà. Et on considère que la soule est en fait l'ancêtre de nos sports de ballon modernes? Oui, c'est ça, parce qu'elle est très très populaire et jouée un petit peu partout en Europe, principalement d'ailleurs à Mardi Gras et à Noël. Pourquoi 2 fois par an? Parce que c'est un petit peu compliqué à organiser chaque week-end, si vous voulez, des battles comme ça entre villages avec des dizaines de personnes qui jouent. Et au fil du temps, le jeu fait fureur en Angleterre, où il commence aussi à être pratiqué dans les écoles publiques et dans les universités. Et au 19e siècle, enfin, ça se structure, il y a des règles, il y a un terrain, donc c'est là où le foot commence à voir le jour, et c'est là aussi qu'on acte les dimensions du ballon, toujours fabriqué à l'époque avec des vessies de porc gonflées et recouvertes de lanières de cuir. Et c'est en 1844 qu'un homme va concevoir le ballon tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est un certain Charles Goodyear. Ah, comme les pneus? Exactement, c'est le fondateur de la marque de pneus. Et c'est surtout le premier qui est considéré à avoir maîtrisé la vulcanisation du caoutchouc, c'est-à-dire la fabrication du plastique et de l'élastique de manière chimique. Il fabrique donc une vessie, comme une vessie bien ronde en caoutchouc, qu'on recouvre ensuite de cuir, puis ensuite on le fixe avec des coutures à la main. Et là, c'est révolutionnaire parce que enfin le ballon se met à rebondir un peu mieux et on peut même tirer avec le pied de manière beaucoup plus précise. Et quelques inconvénients ou pas du tout? Le problème, c'est qu'ils ne sont pas étanches, les ballons. Voilà, ils prennent l'eau, donc ils deviennent beaucoup plus lourds pendant les parties. Ensuite, ils se dégonflent très souvent. Donc, on est obligé de fendre le caoutchouc avec une entaille qu'on ferme avec des lacets, et c'est pas du tout pratique, déjà parce que quand on tire sur les lacets, le ballon part un petit peu pas dans la bonne direction, et puis surtout quand on veut faire une tête et qu'on fait la tête sur le lacet, ça faisait des entailles. On est lacéré. On est là, excellent. On est lacéré, bien sûr. Ouais. Sur le front, et les joueurs n'étaient pas contents. Bref,
le temps passe, les ballons prennent évidemment différentes formes, différentes tailles pour le rugby, le basket, le volley. Et c'est en 1950 que la valve est enfin inventée pour regonfler les ballons. Donc on enlève les lacets. 1965, le ballon devient enfin imperméable. 1965, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. 1970, les Américains inventent le ballon en mousse, qui est le seul aujourd'hui accepté dans les cours de récréation pour des raisons évidentes de sécurité. Et en 1974, eh bien, pour tous les usages, il devient entièrement synthétique et composé de cuir. Voilà un petit peu, en très résumé, comment le ballon est arrivé de la très haute antiquité jusqu'à nos enfants dans les écoles. Elle est bien cette nouvelle chronique Lumière Sûre, j'aime bien. Oui. Oui, c'est très chouette, on apprend toujours plein de trucs avec vous. Ces petites anecdotes, quoi, voilà. Merci Loïc, merci. Tout de suite, on va retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier et vous allez découvrir l'invité de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie sur son enfance et sa scolarité. Avec moi cette semaine, Inès Vandamme. Bonjour Inès. Bonjour Malika. Alors, tu es danseuse. Oui. C'est comme ça qu'on t'a découverte en tout cas. C'est vrai. On te connaît maintenant depuis quelques années, puisque tu avais participé en 2019. Oui, exactement, il y a 4 ans. À Danse avec les stars. Et puis on t'a vu à la présentation du tirage du loto, du Grand Bêtisier sur TFX. Oui. Le rôle d'animatrice, c'est quelque chose qui te plaît? Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup. Ça fait 1 an et demi à peu près. Et j'apprends énormément et c'est ça que j'aime aussi dans ce métier, tu vois. C'est de... Non pas que j'apprenais plus dans la danse, mais je commençais un peu à... Voilà, j'avais presque fait le tour. Besoin d'un nouveau challenge. Ouais, peut-être. Et c'est ce que je retrouve du coup dans ce nouveau métier. Il y a aussi des podcasts. Ouais, il y a aussi les podcasts. Avec ou sans sucre. Ouais, avec ou sans sucre. Tu as été ma première invitée pour le lancement de la saison 2. Du coup, je suis ravie d'être ici aussi aujourd'hui avec toi. Et ça aussi, une nouvelle aventure qu'on a commencée il y a 6 mois et je suis ravie. Il y a d'autres projets à venir? Il y a d'autres projets à venir, mais le temps que rien n'est signé, tu sais, je préfère... C'est dans l'animation, dans la danse? Ouais. L'animation? Ah oui. Ouais. Donc c'est vraiment, t'auras vraiment ces 2 grosses casquettes. C'est vraiment ce que je souhaite. Tu vois, c'est vraiment ce que je souhaite parce que j'estime qu'aujourd'hui, on doit prouver, malheureusement, mais on doit prouver qu'on est capable de faire plusieurs choses. Et je pense être capable autant de danser que d'animer. Mais t'es une femme, on est polyvalente quoi qu'il arrive. C'est pas moi qui vais être contre. Et Danse avec les stars prochaine saison, on ne sait pas encore. Alors, on ne sait pas encore. Ouais. On est en septembre et habituellement, on nous retrouve à l'antenne en septembre. Donc, on a bien compris que cette année, on ne sera pas à l'antenne en septembre. Donc, en 2024, on attend de savoir si la saison revient et si elle revient début 2024 ou fin 2024. Ok, mais si on te repropose, t'es partante? Si on me repropose, je pense que je serai partante. Mais moi, tu sais, le temps qu'on ne m'a pas proposé, il peut encore se passer beaucoup de choses dans ma tête. Vous avez compris, il faut faire vite. Hein. Elle peut filer et passer à autre chose. Je peux filer. Bon, on arrête de se projeter dans le futur, on fait un petit flashback. On va s'intéresser à toi, écolière. Déjà, où est-ce que tu as grandi? Alors, j'ai grandi à Saint-Paul-sur-Mer, c'est juste à côté de Dunkerque. D'accord. Bon, je vais me dire Dunkerque parce que Saint-Paul-sur-Mer, c'est un peu lourd quand même à dire. Voilà, j'ai grandi là-bas jusqu'à mes 18 ans. Ok. Donc, toute ta vie dans le nord de la France. Oui, je suis ch'ti. Quel genre d'enfance? Simple. Une enfance très simple. J'ai grandi qu'avec ma maman. Mais ma maman est une sœur jumelle, donc j'ai eu 2 mamans, clairement. Qui vivait aussi avec vous, la sœur jumelle, ta tante? En face de chez nous. D'accord. Mais vraiment, on ouvre notre porte, on fait 10 mètres et c'est sa maison. D'accord. Donc, je suis très fusionnelle avec ma tante. Et ma tante a une fille, donc, qui est donc ma cousine, et c'est comme ma sœur. Donc, en fait, si tu veux, on a une famille un petit peu particulière. Mais voilà, j'ai vécu une enfance simple, entourée de femmes. Il y avait aussi mon oncle qui malheureusement est décédé depuis quelques mois, mais qui a eu cette figure paternelle, parce que je n'ai pas été élevée par mon... Tu voyais pas ton papa? Je voyais pas mon géniteur. D'accord, voilà. Tu l'appelles même pas comme ça? Voilà. Ok. Et je tiens vraiment à utiliser ce terme-là parce que j'ai pas eu de père. J'ai eu un géniteur, mais j'ai pas eu de père. Mais je l'ai très bien vécu. Et j'ai eu une enfance très simple. J'ai des souvenirs de moi en train de faire le tour de mon immeuble en vélo, et ça toute la journée. Et tu portes le nom de famille de ta maman? Oui. Tu avais renoncé justement Exactement. Au nom de ton géniteur. Voilà, c'est ça. Il y a quelques mois, j'ai décidé de porter uniquement le nom de ma maman, le nom de Vandamme. Finalement, tout le monde me connaissait sous ce nom-là. Donc quand j'ai vu des articles sortir « Inès Vandamme change de nom », non, je garde ce nom-là, finalement. J'ai enlevé le nom de mon géniteur qui était bien évidemment sur ma carte d'identité. D'accord, ok.
Est-ce que ça reste malgré tout une enfance heureuse? Parce que c'est un schéma familial complexe. Pour moi, il a été si normal. Tu vois, alors effectivement, avec le recul, je peux me dire que j'ai une famille extraordinaire parce que, mais alors dans les deux sens, parce que personne n'a ce schéma-là. Enfin, c'est quand même assez rare d'avoir presque deux mamans. Pas un vrai père, mais un oncle qu'on considère comme son père, une cousine qu'on considère comme sa sœur. Enfin voilà, c'est un peu particulier, mais j'ai été extrêmement heureuse. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie d'Inès Vandamme. À demain. Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Vous vous êtes demandé en fait pourquoi les Français étaient si mauvais, notamment à l'oral. C'est comme ça que l'aventure a commencé. C'est ça en fait. Donc le Pilipop est issu de notre projet de fin d'études de Gobelin avec Soigny, où on a voulu travailler sur comment améliorer l'apprentissage de l'anglais, mais des langues en fait en général. De par nos différentes expériences, on s'est rendu compte qu'à l'école, on pratiquait très peu l'oral. On ne parlait très peu en fait dans la langue qu'on apprenait, et en fait ça se voyait tout de suite quand on arrivait ensuite sur le marché du travail ou à l'âge adulte. On savait très bien écrire en anglais, mais dès qu'il s'agissait d'avoir une vraie conversation, tout le monde est très déstabilisé. Et on s'est dit, mais en fait, les technologies peuvent aussi aider aux enfants à pratiquer à l'oral. Et donc, c'est l'idée, en fait, qui a permis ensuite de faire émerger Pilipop, et notamment une application où l'objectif va être de les faire parler. Voilà, c'est ça l'objectif premier de Pilipop. C'est justement votre constat, parce que vous êtes allé faire un petit tour dans les écoles primaires de France, notamment, et c'est là que vous vous êtes rendu compte que tout se jouait très tôt. Ça a été votre constat, et c'est pour ça que vous avez souhaité créer l'application. Oui, notamment. Et c'est aussi en discutant avec des chercheurs en neurosciences qui essayent de comprendre comment est-ce qu'un cerveau d'enfant fait pour apprendre une langue, déjà sa langue maternelle, mais aussi des langues étrangères. Et en fait, les enfants avant 7 ans ont cette capacité à apprendre des sons, des phonèmes qui n'existent pas dans leur langue maternelle. Et en fait, cette capacité, on la perd au fur et à mesure qu'on grandit. Et donc, c'est très important, dès la petite enfance, de leur faire écouter des langues étrangères, d'autres sonorités. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont absorber ces sons-là et leur permettre ensuite de pouvoir les restituer. Qu'est-ce que ce nouveau record, Frédéric ? Écoutez, on a tracé avec ma fille en tandem, en vélo tandem, donc vélo de place, un cœur sur la France de plus de 2150 km. On a fait ça en 16 jours et c'était une occasion extraordinaire de découvrir le pays, de partager un moment intense avec ma fille. Et puis on a fait ça pour l'association Mécénat Chirurgie Cardiaque, justement. Justement, on va en parler dans un instant, mais est-ce que les sensations sont décuplées ? Bon, ça fait un petit moment que je vous suis, Frédéric, bien sûr, vos cartes journalistes, on s'est un petit peu croisés. Et je sais que vous êtes un aventurier, que vous avez vous donné beaucoup de défis. Cette fois-ci, la nouveauté, ça fait quand même 2 fois que vous le faites avec vos filles. La première, c'était il y a 2 ou 3 ans avec le Marathon des Sables, si je ne m'abuse. Et cette fois-ci, donc, avec ce grand cœur, tout autour de la France. J'imagine que les émotions sont décuplées ? Écoutez, oui, ce sont des moments extraordinaires. Moi, j'essaye de transmettre à mes filles ce qui me fait vibrer, c'est-à-dire les valeurs du dépassement de soi, de la nature, des grands espaces, de l'aventure. Et puis, ce sont aussi des aventures où on rencontre beaucoup de gens. Donc, c'est une ouverture sur le monde assez extraordinaire, assez originale. Et donc, en effet, j'avais fait le Marathon des Sables avec ma fille aînée il y a 1 an et demi. Donc, on a vécu tous les deux, et avec 900 autres coureurs en autosuffisance totale dans le Sahara pendant 1 semaine, c'était extraordinaire. Et là, partager ce cœur avec ma seconde fille, bon, c'est quelque chose de fabuleux. Ça cimente la relation, ça permet des échanges qu'on n'aurait pas forcément par ailleurs. À 16 ans, on se pose encore plein de questions sur la vie. Donc voilà, on est avec son papa pendant 2 semaines et on rigole bien et on discute bien et on découvre des choses incroyables. Donc oui, ce sont des moments très très intenses et c'est des souvenirs, je pense, impérissables. La devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». C'est exactement ce que vous essayez de montrer, c'est-à-dire à la fois la diversité, on va de pays en pays, et les différences. Exactement, c'est un livre qui veut inciter à visiter ces 27 États de l'Union européenne qui ont chacun leurs particularités, mais qui forment un tout commun, notre patrimoine commun, culturel, historique, gastronomique, enfin... Et environnemental, parce que le fil conducteur, c'est un ornithologue. Et alors, on en apprend, je ne vais pas noter tous les noms, entre les gypaètes divers et variés et autres hérons cendrés, mais vous avez ce souci de dire on vit dans un espace commun qu'il faut protéger en commun. Et ça, s'il y a vraiment quelque chose qu'on retrouve dans l'ensemble du bouquin, c'est ça. C'est ça, effectivement.
effectivement, cette dimension européenne est très importante. D'ailleurs, il y a à chaque fois, dans chaque chapitre qui font 4 pages, un encadré qui s'appelle Le Coin Vert, où là on met en évidence les réalisations vertes de chaque pays européen. Et l'ouvrage a pour point de départ donc la ville de Nantes, qui a été capitale européenne verte en 2013. C'était la première ville française capitale européenne verte en Europe et en France. Donc. Et donc voilà, on part de cette ville très, très tournée vers l'environnement pour mener ce cheminement environnemental et culturel à travers toute l'Europe. Julie, au cœur de votre application, vous avez aussi implémenté l'adaptive learning. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne justement dans Oli Oli ? Alors, ce qu'on a souhaité faire chez Oli Oli, c'est pouvoir proposer aux enfants d'avoir leur propre tunnel d'apprentissage. Donc, on propose vraiment un programme personnalisé à chaque enfant. On accompagne les enfants pendant toute l'enfance, de 3 à 12 ans. Aujourd'hui, dans chaque langue, on a à peu près 30 000 exercices de disponibles. Et en fait, on a développé un algorithme qui va permettre aux enfants, au bout des 4 premières semaines, d'analyser quelles seront en fait leurs capacités et quel programme il faudra justement leur pousser par la suite pour leur donner envie de continuer à jouer et continuer à apprendre. Donc aujourd'hui, on a aussi été plus loin dans l'adaptive learning puisqu'on est en train de lancer une nouvelle brique de gamification qui va permettre justement aux enfants de pouvoir rejouer les notions qu'ils n'auront pas acquises. Donc on va lancer une sorte de Oli Carte qui va permettre justement aux enfants de retravailler toute la partie aussi de reconnaissance vocale, mais aussi de remémoriser les choses qu'ils n'auront pas maîtrisées au travers du premier exercice quotidien. Donc si je comprends bien, effectivement, tout a germé de la tête de Frédéric et il vous a contacté ? Exactement, il a créé une collecte. En fait, l'idée, c'est de faire un exploit, mais aussi de le rendre solidaire, en fait, et puis d'embarquer des gens. Donc le principe, c'est on pédale, on a une collecte, et puis il a des amis, des inconnus, j'imagine, qui ont donné 1 euro, 100 euros, ou X euros du kilomètre, peu importe, pour cumuler la somme qui va nous permettre d'opérer les enfants. Puisque nous allons payer les hôpitaux. Les enfants vont venir de l'étranger, on va les faire venir, ils sont accueillis dans des familles d'accueil, vous avez peut-être vu déjà ça à la télé. Bien sûr. Mais il faut payer l'hôpital, ce qui est normal. Et donc, toute cette somme collectée, c'est 12 000 euros pour opérer un enfant. Donc là, on va avoir on est quasiment de quoi opérer 2 enfants. À 2 prises en charge, c'est ça, Frédéric, c'est près de 22 000 euros qui ont été récoltés, c'est ça ? Là, je crois qu'on a passé les 22 000. Je crois qu'on a 20... On peut encore donner, là, aujourd'hui ? Oui. On peut toujours donner, on y va là. On a une dizaine de jours, donc il faut donner. Et puis on a, en fait, j'ai des partenaires qui ont financé ce périple avec ma fille et à qui j'ai demandé de donner au moins la même chose à l'association. Et on a encore 1 ou 2 partenaires qui doivent faire leur versement là. Donc, normalement, on doit passer les 24 000 euros dans les prochains jours. Direction le Zimbabwe, vous avez trouvé un projet pour que les filles puissent se rendre à l'école plus sereinement. Exactement. Le Zimbabwe, c'est un pays d'Afrique australe, au nord de l'Afrique du Sud. Il compte 16 millions d'habitants, dont 7 millions ont moins de 14 ans, imaginez. Donc le taux de scolarité est assez élevé, 95%, mais il reste de grandes disparités entre les garçons et les filles, les zones urbaines et les zones rurales. Et justement, c'est vers les zones rurales et les filles des zones rurales que se dirige ce programme. Exactement. En fait, post-pandémie, il y a une baisse significative de la scolarisation des filles dans le pays. C'est pas le seul pays, ça a été oui, pas seulement. L'UNESCO a alerté beaucoup là-dessus. Oui, tout à fait. Et dans le district de Manicaland, dans l'est du pays, un projet a été mis en place par le gouvernement avec le soutien de l'ONG CARE. Le but, c'est de soutenir les familles et de faire revenir ces jeunes filles à l'école par 3 champs d'action. D'abord, des bourses pour les familles pour qu'elles puissent vivre plus sereinement, des kits d'hygiène mensuelle pour les jeunes filles et enfin des interventions WASH dans les écoles. WASH, ça veut dire comme laver en anglais, c'est ça ? Exactement. Et en fait, c'est le programme, le terme consacré, donc WASH, consacré à l'international pour désigner l'accès à l'eau potable, à des sanitaires et à de bonnes conditions d'hygiène en général. Ça a toute son importance dans les écoles parce qu'en fait, il y a certains foyers qui n'ont pas accès à l'eau potable et notamment dans le district du Manicaland au Zimbabwe, qui est un des districts les plus pauvres du pays. Et oui, on a repéré que c'était, que si on voulait améliorer la scolarisation dans un certain nombre de pays, il valait mieux installer des toilettes et un petit peu d'hygiène de ce point de vue-là, plutôt que de faire tous les programmes de formation des enseignants. Enfin, l'idée étant de faire les deux. Concrètement, ces interventions WASH ? Alors, l'idée, c'est de faire en sorte que les enfants aient accès à l'eau potable, mais aussi de les sensibiliser
et les adultes aussi aux gestes d'hygiène, surtout après la pandémie. Donc à Bouhéra, dans le district de Manicaland, il y avait aussi des comprimés de chlore qui ont été distribués aux élèves pour purifier l'eau qui n'est pas toujours potable. Et ça incite les filles à revenir plus à l'école, mais pas seulement. Pas seulement, ça ne suffit pas, mais comme je vous le disais, il y a aussi d'autres dimensions. Par exemple, la remise aux filles d'un kit d'hygiène menstruelle, comprenant des serviettes hygiéniques, des sous-vêtements, des masques, du désinfectant, du savon et une serviette. Et ça a joué un gros rôle. On n'imagine pas forcément ça ici, mais en fait, ça empêche. Les règles peuvent empêcher les filles tout simplement d'aller à l'école, donc si elles n'ont pas les protections adéquates. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à l'excellent Loïc Landreau pour ses chroniques formidables. J'en fais un peu trop, oui. Légèrement. Non, je t'ai plus. J'avoue. Si vous reconnaissez, ça va. Canal 217 sur les box Orange, canal 247 sur les Freebox et bien entendu schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Merci à toute l'équipe aujourd'hui. C'est Xavier Sanchez à la réalisation, je vais y arriver. Thibaut Goury-Lafont au son. C'est Laure Audemont au maquillage et Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.